Welcome to a new episode of MIN Washington. This week's show, missile defense and U.S.-Morocco military cooperation. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro depuis Washington. Cette semaine, 3 axes retiendront notre attention. Maroc-États-Unis, un partenariat militaire qui se renforce. Maroc-États-Unis, une nouvelle feuille de route de défense pour la prochaine décennie. Coupe du Monde 2026, le Maroc intégré au groupe de travail de la Maison-Blanche sur la sécurité. Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons cette émission par une scène que j'ai vécue personnellement. Au tout début de la crise entre les États-Unis et l'Iran, je me trouvais à Doha. Je ne regardais pas les événements à distance, j'étais au cœur de cette atmosphère de tension. Les téléphones multipliaient les alertes annonçant les tirs de missiles, les familles étaient appelées à rester confinées, tandis que dans le ciel nocturne, les intercepteurs tentaient de neutraliser les projectiles iraniens avant impact. Dans ces moments-là, tout devient concret. Il n'est plus question d'analyse théorique, mais de secondes décisives, de décisions immédiates et de vies humaines. Aujourd'hui, dans l'ensemble du Golfe, cette guerre défensive est devenue une réalité quotidienne. Les systèmes THAAD et Patriot sont mobilisés en temps réel pour stopper les menaces entrantes. Plus de 2000 interceptions ont déjà été rendues publiques et le chiffre réel est sans doute supérieur. Mais au-delà de la technologie, un autre front se dessine, celui du coût. Chaque missile intercepteur vaut plusieurs millions de dollars quand l'Iran mise sur des drones et missiles bien moins chers, lancés par vagues successives pour épuiser les défenses adverses. La question est donc plus seulement de savoir si une attaque peut être arrêtée, mais combien de temps un tel effort peut être soutenu. Le véritable champ de bataille est désormais celui de l'endurance et de la résilience. C'est dans cette logique qu'il faut situer le Maroc. Le Royaume n'est pas directement sous le feu, mais il se prépare déjà au conflit de demain. Défense aérienne multicouche, partenariat stratégique renforcé, montée en puissance des capacités de réaction. Cette semaine, Rabat et Washington ont franchi un cap important avec la signature d'une nouvelle feuille de route de coopération militaire appelée à structurer leur partenariat pour les 10 prochaines années. A relationship that goes back nearly 250 years to when Morocco became the first country. Une relation ancienne, le Maroc fut le premier pays à reconnaître les États-Unis qui se réinventent aujourd'hui face à un environnement stratégique profondément transformé. Parallèlement, le Royaume s'impose sur un autre terrain, celui de la sécurité des grands rendez-vous mondiaux. La Maison-Blanche a retenu le Maroc au sein du groupe de travail chargé de la coordination sécuritaire de la Coupe du Monde 2026. Un signal fort, il est ici question de défense, mais aussi de confiance, de compétences et de capacité d'anticipation. Car qu'il s'agisse d'intercepter un missile ou de sécuriser un événement planétaire, la leçon est la même, dans les crises modernes, tout se joue dans la préparation. Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui le colonel Bill Putman. Il est ancien officier du renseignement militaire de l'armée américaine. Également avec nous, le colonel Abbas Dahouk, ancien conseiller militaire principal au département d'État, ainsi que notre chroniqueur, George Landrit, président de Frontiers of Freedom Institute. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Into defense, we need to think about how we think about it. And this is no longer just stopping the next missile, it's about whether you can afford to keep stopping them.
Alors avant d'entrer dans le détail, une question s'impose. Dans cette nouvelle guerre d'usure entre défense coûteuse et offensive à bas prix, qui pourra tenir le plus longtemps? C'est la question que nous posons d'abord à George Landrith. Comme Mark vient de l'expliquer, la protection du Golfe ne repose pas sur un seul système, mais sur une véritable défense multicouche, articulée autour de plusieurs dispositifs qui fonctionnent de manière coordonnée et quasi instantanée. En première ligne, des radars longue portée détectent des lancements dès les premières secondes. Puis interviennent des systèmes comme le THAAD, conçu par Lockheed Martin, chargé d'intercepter les missiles balistiques à très haute altitude. Si une menace franchit ce premier rideau, c'est alors le Patriot développé par RTX qui prend le relais pour protéger les villes, bases militaires et infrastructures sensibles. La clé de cette architecture, c'est l'interconnexion. Ces systèmes échangent leurs données en continu, suivent plusieurs menaces à la fois et réagissent en quelques secondes. Mais les événements récents l'ont montré, le principal danger reste la saturation. Plus les missiles et les drones arrivent simultanément, plus la pression augmente sur l'ensemble du dispositif. Si l'on compare maintenant avec le Maroc, on constate que le Royaume construit lui aussi une défense multicouche, mais selon une logique un peu différente. Rabat combine des systèmes américains comme le Patriot avec d'autres capacités, couvrant différentes portées et différents types de menaces. Autrement dit, là où les États du Golfe ont privilégié une intégration très dense autour d'un réseau commun, le Maroc semble miser davantage sur la flexibilité et l'adaptabilité face à des risques multiples pouvant surgir de plusieurs directions. Au fond, on est face à deux choix stratégiques. L'intégration maximale d'un côté, l'agilité opérationnelle de l'autre. Merci, George. Alors, colonel Bill Putman, merci d'être avec nous. Nous assistons à des milliers d'interceptions à travers la région. Est-ce la preuve que ces systèmes tiennent sous pression, ou bien cela révèle-t-il au contraire combien il devient difficile de soutenir un tel effort sur la durée? Well, Mark, thank you very much for having me on today. The answer is actually both. So these systems have been able to demonstrate that they have the ability to effectively interdict. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. En réalité, les deux. Oui, ces systèmes ont démontré une réelle efficacité en neutralisant des milliers de menaces, mais ils ont aussi mis en lumière leurs limites. Il faut rappeler que le THAAD et le Patriot ont été conçus à l'origine pour intercepter des missiles balistiques et des menaces aériennes classiques, avions, hélicoptères, et non pour absorber des essaims de drones bon marché lancés en masse. Or, comme on l'a vu en Ukraine depuis 4 ans, la guerre par drone a complètement changé l'équation. Le problème n'est donc pas seulement technique, il est structurel. Les stocks de missiles intercepteurs sont limités, leur coût est très élevé et leur renouvellement reste lent. C'est précisément ce sur quoi mise l'Iran avec sa stratégie de saturation, épuiser les défenses adverses, rendre le réapprovisionnement coûteux et fragiliser à terme la soutenabilité du système. Nous ne sommes pas face à une simple question de capacité immédiate, mais face à un défi d'endurance. Colonel DeHook, when it can take sometimes 2 or 3 of these interceptors. Colonel Dahouk, lorsqu'il faut parfois tirer 2 ou 3 intercepteurs, coûtant chacun des centaines de milliers, voire plusieurs millions de dollars pour neutraliser une seule menace entrante, ce modèle est-il réellement tenable dans un conflit prolongé? Well, definitely the math is not on the side of the defender because you have to defend all this cheap technology. Très franchement, non. Le calcul économique est défavorable aux défenseurs. Not at the current form of warfare. Un missile Patriot coûte autour de 4 millions de dollars. Un intercepteur THAAD peut atteindre 10 millions. En face, certains drones de type Shahed valent entre 20 000 et 30 000 dollars. Le rapport coût-efficacité est donc extrêmement déséquilibré. À long terme, cela n'érode pas seulement les budgets, cela use aussi la préparation opérationnelle, les stocks et la capacité de rotation.
money coffers, but also your operational readiness is also degraded. En d'autres termes, la supériorité technologique se heurte ici à une limite simple, la résilience financière et industrielle. And economic endurance at the very end. Yeah, it's true. Bill, the interceptors, they stop about Tout à fait. 90 to 94% of the income. Bill, avec des taux d'interception qui dépassent souvent les 90%, To the Gulf countries. So it's volume over le problème n'est donc pas tant la précision que le volume. These sustained saturation attacks or Ces systèmes sont-ils réellement conçus pour absorber une saturation continue? Well, I think the thing we want to highlight is these systems are designed to be able to handle high Ils sont conçus pour des attaques de forte intensité, oui, mais pas pour un flux illimité. Le THAAD et le Patriot sont très performants dans les scénarios pour lesquels ils ont été pensés. Là où la difficulté apparaît, c'est lorsqu'ils doivent gérer sur la durée des salveurs répétées de missiles et de drones. À ce moment-là, la question devient moins militaire que stratégique. Combien de missiles à $1 million peut-on engager face à des drones à $50 000? Le véritable enjeu, c'est la capacité à soutenir le rythme sans s'épuiser. Et à terme, c'est celui qui tiendra le plus longtemps, qui gagnera aussi l'avantage diplomatique. Colonel Dahouk, sommes-nous réellement en avance sur cette nouvelle guerre ou simplement en train d'y réagir? Avec les drones guidés par intelligence artificielle, les essaims coordonnés, et demain les armes hypersoniques, sommes-nous préparés? I mean, regardless of how you plan and rehearse for your. Le champ de bataille garde toujours une part d'imprévu. Même face à un adversaire technologiquement jugé inférieur, il y a toujours des surprises. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde apprend très vite. Dans la lutte anti-drone, les adaptations s'accélèrent. Les États-Unis observent, copient parfois certains modèles à bas coût, pendant que l'expérience ukrainienne sert aujourd'hui de laboratoire grandeur nature. L'Ukraine a développé des solutions anti-drone parmi les plus efficaces et les moins chères. Et ces renseignements irriguent désormais Washington comme plusieurs capitales du Golfe. Les États-Unis gardent un leadership global, bien sûr, mais dès qu'on entre dans la guerre de drones à bas coût, le terrain devient beaucoup plus ouvert. C'est une forme de démocratisation de la guerre technologique. Merci, colonel. Bill, les États-Unis sont aujourd'hui engagés dans une compétition stratégique majeure avec la Chine, aussi bien dans le domaine de l'intelligence artificielle que dans celui des drones et des technologies de défense associées. Nous avons commencé à tirer certaines leçons de l'expérience ukrainienne et des méthodes développées sur le terrain par le président Zelensky, même si cela s'est sans doute fait moins vite qu'il ne l'aurait fallu. Dans ce contexte, à quel point est-il crucial pour Washington de conserver une longueur d'avance alors même que la Chine et la Russie continuent, elles aussi, de perfectionner leurs drones, leurs missiles et les systèmes destinés à les neutraliser? Je pense que c'est absolument fondamental. Les États-Unis doivent impérativement rester en tête dans ce domaine. Nous avons vu au cours des 4 dernières années en Ukraine à quel point la guerre par drone a évolué rapidement et profondément. Nous l'avons observé, analysé et certaines adaptations ont été engagées. Mais ce que montre le conflit actuel, c'est que nous accusons encore du retard sur plusieurs segments essentiels. L'un des défis majeurs est désormais de développer des moyens d'interception moins coûteux, capables de neutraliser des drones valant environ $50 000. À long terme, il n'est tout simplement pas viable de continuer à utiliser des intercepteurs coûtant plusieurs millions de dollars pour ce type de menace, d'autant que leur production reste lente et complexe. À ce rythme, nos stocks finiront inévitablement par s'éroder. Il est donc indispensable d'accélérer l'adaptation, de maintenir l'effort de recherche et de rester pleinement mobilisés. Sans cela, la Chine et la Russie exploiteront ce retard potentiel à leur avantage. Le champ de bataille a déjà changé de nature, il n'y aura pas de retour en arrière, il faut désormais avancer avec cette nouvelle réalité. Let's dig a little bit deeper. So recently, Fox News
Alors, pour approfondir cette réflexion, je voudrais revenir sur une tribune récemment publiée par Fox News intitulée « L'opération Fureur épique ébranle la puissance de l'Iran, tout en révélant des risques que Washington ne peut ignorer ». Ce texte a été coécrit par David Desroches et moi-même. Je vous propose d'en découvrir les principaux enseignements. Le site de Fox News a récemment publié une analyse intitulée « L'opération Epic Fury brise la puissance de l'Iran mais révèle des dangers que Washington ne peut ignorer », signée par David Desroches et Mark Feifel. Dès l'introduction, les auteurs rappellent qu'alors que l'opération entre dans son 2e mois, ses détracteurs dénoncent une guerre de choix menée par Israël et les États-Unis, accusés d'avoir provoqué des pertes humaines inutiles, une flambée des prix du pétrole et le risque d'un nouvel enlisement américain comparable au Vietnam ou à l'Afghanistan. Mais les auteurs soulignent qu'au-delà du récit médiatique dominant aux États-Unis, l'observation directe depuis le Golfe conduit à un constat différent. La stratégie militaire américano-israélienne a, selon eux, produit des résultats tangibles. Une part significative de l'arsenal balistique iranien aurait été épuisée, plus de 8000 objectifs militaires détruits, tandis qu'une large portion des infrastructures nucléaires et des défenses aériennes iraniennes seraient aujourd'hui sévèrement dégradées. La tribune insiste également sur un autre enseignement majeur, l'importance croissante des systèmes modernes de commandement et de contrôle dans la guerre contemporaine. Multiplier les frappes, les intercepteurs ou les capteurs ne suffit pas, expliquent les auteurs, s'il n'existe pas une capacité réelle à intégrer l'ensemble de ces moyens entre alliés, plateformes et domaines opérationnels. Enfin, David Desroches et Mark Feifel estiment que les alliés des États-Unis devront, à long terme, investir davantage dans des architectures intégrées de défense telles que Patriot ou IBCS. Ils citent notamment le programme polonais Wisła comme exemple de défense à 360 degrés, capable de répondre simultanément aux missiles, aux aéronefs et aux menaces balistiques. Voilà donc un aperçu que le colonel Desroches et moi-même avons pu observer durant plus d'un mois sur le terrain à Doha. Pour davantage de détails, vous pouvez consulter cette tribune sur foxnews.com. Retrouvons maintenant notre chroniqueur Georges Lindrit. Georges, le Maroc n'est pas directement exposé aux frappes comme le sont aujourd'hui plusieurs pays du Golfe, mais Rabat observe avec attention la dégradation sécuritaire du Sahel, la prolifération des drones et l'allongement constant des menaces de plus en plus rapides et de plus en plus lointaines. Dès lors, à quoi le Maroc se prépare-t-il réellement ? Est-on simplement dans une posture défensive ou dans une stratégie d'anticipation beaucoup plus large ? C'est une excellente question, Marc. À mon sens, le Maroc se prépare avant tout à l'avenir et ne se contente pas de réagir aux urgences immédiates. Comme vous l'avez rappelé, le royaume n'est pas aujourd'hui sous le feu, mais il évolue dans un environnement régional profondément instable. Le Sahel se détériore, la technologie des drones se diffuse rapidement et des acteurs non étatiques acquièrent désormais des capacités de frappe à longue portée. Les dirigeants marocains ont clairement pris la mesure de cette évolution et agissent avec davantage de rapidité et d'anticipation qu'il n'aurait été possible auparavant. À la lumière des conflits actuels, ils considèrent manifestement que cette anticipation relève du simple bon sens stratégique. Cette vision ne concerne pas uniquement la défense, elle s'inscrit dans une approche plus globale de consolidation de la souveraineté, qu'il s'agisse de prospérité économique, de stabilité intérieure ou de sécurité militaire. C'est donc à cette logique qu'il faut comprendre les investissements actuels dans une défense aérienne multicouche modernisée, combinant notamment des systèmes américains Patriot avec d'autres capacités complémentaires. L'objectif n'est pas de se préparer contre un ennemi unique, mais de bâtir une architecture suffisamment souple pour faire face demain à une pluralité de menaces venant de directions différentes. En somme, le Maroc fait le choix d'investir avant la crise plutôt que sous la contrainte de l'urgence. Et cette approche renforce à la fois sa souveraineté et sa crédibilité comme partenaire fiable des États-Unis et de ses alliés régionaux.
Un point très important. Bill Putman, le Maroc met donc en place une architecture de défense multicouche qui rappelle dans une certaine mesure celle que les États-Unis ont contribué à bâtir dans le Golfe. Mais le Royaume coopère non seulement avec les États-Unis, il utilise aussi certaines plateformes chinoises. Cette diversification lui donne-t-elle davantage de souplesse ou au contraire risque-t-elle de créer des frictions au moment où l'efficacité opérationnelle devient cruciale? Je dirais que les deux éléments sont vrais. D'un côté, la diversification apporte incontestablement de la flexibilité. Les systèmes américains et israéliens appelés à fonctionner ensemble sont généralement conçus avec des standards de compatibilité. Des défis d'intégration existent, bien sûr, mais ils restent globalement gérables. Le point beaucoup plus sensible concerne la coexistence entre des technologies américaines de pointe et des systèmes d'origine chinoise. C'est là que les réserves de Washington et des industriels américains seront les plus fortes. Le grand défi pour le Maroc sera donc de réussir cette coexistence technologique tout en rassurant ses partenaires américains. Cela suppose sans doute un cloisonnement rigoureux des architectures, des mécanismes de séparation numérique et des accès très strictement contrôlés. En clair, cette diversification donne au Royaume une marge de manœuvre supplémentaire, mais si cette question n'est pas parfaitement maîtrisée, elle peut aussi créer des vulnérabilités réelles et réduire l'efficacité du système au moment critique. Or, dans une architecture de défense antimissile, la moindre faille de coordination peut avoir des conséquences immédiates sur la capacité de réaction face à une menace concrète. Il est possible que le Maroc cherche à capter le meilleur de plusieurs technologies pour les intégrer dans un ensemble cohérent, même si l'exercice reste très délicat. Colonel Dahouk, le sous-secrétaire d'État américain, a présenté la signature de cette nouvelle feuille de route de défense comme la boussole de la prochaine décennie pour un partenariat vieux de près de 250 ans. Sommes-nous face à un simple approfondissement de la coopération bilatérale ou bien entrons-nous désormais dans une phase plus ambitieuse qui s'apparente à un véritable alignement stratégique entre les deux pays? Il s'agit clairement davantage d'un alignement stratégique que d'une simple coopération en matière de sécurité. Historiquement, le Maroc constitue un partenaire majeur des États-Unis, non seulement en Afrique du Nord et sur le continent africain, mais également comme un point d'articulation entre le Moyen-Orient et l'Europe. Dans cette perspective, le Royaume apparaît comme un véritable pays-pont où l'engagement bilatéral couvre de nombreux domaines, y compris militaires et sécuritaires. Plus récemment, les axes de coopération les plus structurants avec le Maroc concernent notamment l'intelligence artificielle, les systèmes de défense basés sur les drones, ainsi que la cybersécurité qui demeure un enjeu central. À cela s'ajoutent les efforts de lutte contre le terrorisme en Afrique de manière plus générale. L'ensemble de ces domaines représentent des priorités majeures pour les États-Unis, dans lesquelles le Maroc est susceptible de jouer un rôle de premier plan. Cette dynamique ne se limite pas au secteur de la défense, mais s'étend également au champ économique. Le Maroc peut ainsi également servir de relais stratégique pour les entreprises américaines, non seulement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, mais aussi à l'échelle du continent africain dans son ensemble. Nous avons donc une feuille de route et surtout un Maroc qui construit ses capacités en amont avant même que la pression ne s'exerce réellement. C'est une posture assez différente de celle observée dans le Golfe où nombre de dispositifs ont dû être activés dans l'urgence face aux tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran, puis aux ripostes iraniennes par vagues massives de missiles et de drones. Cette anticipation donne-t-elle au Maroc un avantage structurel dans la durée? Ou bien existe-t-il malgré tout une limite dans la mesure où aucun système ne peut être totalement validé sans l'épreuve du terrain réel? Je pense que cela confère effectivement un avantage au Maroc, dans la mesure où son approche est fondamentalement proactive. Le Royaume adopte une logique anticipative. Il ne considère pas nécessairement la menace comme immédiate, mais il estime qu'elle pourrait se matérialiser à l'avenir et s'interroge dès à présent sur sa capacité à y faire face. Cette démarche est non seulement louable, mais également rationnelle, car elle traduit une volonté claire d'anticipation et de prise d'avance stratégique. Cela étant, et c'est un point que nous avons brièvement évoqué en marge,
large, la question essentielle qui retient mon attention concerne les enseignements que le Maroc pourrait tirer du conflit en Ukraine. Celui-ci a mis en évidence l'impact déterminant des drones, des systèmes largement accessibles, relativement peu coûteux et dont l'efficacité sur le champ de bataille ne cesse de croître. Il s'agit notamment de drones légers, y compris les quadrioptères, dont l'utilisation s'est considérablement intensifiée. Nous avons observé ces dynamiques en Ukraine et nous en constatons aujourd'hui des effets similaires dans le Golfe. Ainsi, même si le Maroc adopte une posture intelligente et anticipatrice en développant des capacités de défense, notamment dans le domaine de la défense antimissile, ce qui témoigne d'une véritable orientation vers l'avenir, il est essentiel qu'il intègre également dans cette autre dimension de la menace. À l'avenir, sur les théâtres d'opération, quel que soit le contexte géographique, les drones devraient jouer un rôle de plus en plus central et déterminant. Bill, l'un des moyens d'éviter justement une première mise à l'épreuve consiste à multiplier les exercices conjoints. C'est ce que les États-Unis et leurs partenaires africains s'apprêtent à faire avec African Lion dans les prochaines semaines. Quelle est dans ce cadre l'importance stratégique de ce type de manœuvre pour la sécurité des deux pays ? African Lion est très précieux parce qu'il permet de renforcer la compatibilité entre les partenaires. Il offre également l'opportunité d'identifier plus clairement nos vulnérabilités. Il convient de rappeler un principe essentiel. La première mise en œuvre d'un dispositif ne doit jamais intervenir dans un contexte réel. African Lion permet précisément d'éviter cela en offrant un cadre d'entraînement structuré. Nous allons maintenant évoquer une autre échéance concrète des semaines à venir, la Coupe du Monde et la coopération qu'elle implique entre nos deux pays. Mais auparavant, une courte pause. Nous revenons dans un instant. Merci de rester avec nous. De retour pour la suite de Depuis Washington, les relations entre les États-Unis et le Maroc ne se contentent plus d'être solides, elles changent clairement de dimension. Ce qui relevait autrefois d'une coopération ciblée, principalement centrée sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité régionale, évolue désormais vers un partenariat plus large, plus structuré et nettement plus stratégique. Cette semaine, cette évolution est apparue avec une visibilité particulière. Les deux pays ont signé une nouvelle feuille de route de coopération de défense destinée à encadrer leurs relations pour la prochaine décennie. Parallèlement, le Maroc a été associé au dispositif de coordination de la Maison-Blanche lié à la Coupe du Monde de football, signe supplémentaire d'un approfondissement très concret de la coopération sécuritaire. Il ne s'agit donc plus de dossiers séparés, mais d'une dynamique d'alignement de plus en plus globale. Avant de retrouver nos invités, direction maintenant le département d'État. Chorouk Diab, pouvez-vous nous détailler les principaux enseignements de la visite d'Abdelatif Loudihi et du général Mohamed Berid? Oui, Marc. La visite effectuée à Washington par M. Abdelatif Loudihi, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, ainsi que par le général de corps d'armée Mohamed Berid, inspecteur général des forces armées royales, revêt une importance particulière. Elle a mis en évidence le passage des relations militaires entre le Maroc et les États-Unis à un niveau plus profond, plus structuré et davantage stratégique. Parmi les principaux résultats de cette visite figure la signature de la nouvelle feuille de route de coopération en matière de défense pour la période 2026-2036. Il s'agit d'un document stratégique visant à encadrer la coopération militaire entre les deux pays au cours de la prochaine décennie, couvrant notamment les domaines de la formation, de l'échange d'informations, de la modernisation militaire, ainsi que le renforcement de l'interopérabilité entre les forces armées. La visite a également été marquée par une rencontre de haut niveau au sein du département de la défense américain, le Pentagone, au cours de laquelle a été réaffirmé le caractère historique des relations entre les deux pays, qui remonte à plus de 250 ans, ainsi que le statut du Maroc en tant que partenaire clé des États-Unis en dehors de l'OTAN. Il convient de souligner que cette visite intervient dans un contexte régional et international sensible, dans lequel Washington cherche à renforcer ses partenariats en Afrique du Nord,
notamment face aux défis sécuritaires croissants au Sahel, à la montée des menaces terroristes ainsi qu'à la prolifération incontrôlée des drones entre les mains de groupes armés non étatiques. Enfin, cette visite n'avait en aucun cas un caractère protocolaire. Elle constitue au contraire une étape concrète vers la consolidation d'un partenariat stratégique de long terme, fondé sur une dynamique renforcée entre Rabat et Washington. Merci Chorouk, et on retrouve Adel Dessouki depuis la Maison-Blanche. Le rôle confié au Maroc dans la sécurisation de la Coupe du Monde apparaît particulièrement révélateur. Qu'a-t-il été annoncé exactement et que dit ce choix du niveau de confiance entre les deux pays? Effectivement, Marc, l'invitation du Maroc à participer à la sécurisation de la Coupe du Monde cet été revêt une portée qui dépasse la dimension symbolique. Elle reflète également un niveau avancé de confiance stratégique entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, en particulier dans le domaine sécuritaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un groupe de travail rattaché à la Maison-Blanche, chargé de coordonner les efforts fédéraux visant à assurer la sécurité des grands événements sportifs. En premier lieu, la Coupe du Monde des clubs cet été, puis la Coupe du Monde 2026, qui sera organisée par les États-Unis en partenariat avec le Canada et le Mexique, comme nous le savons. Selon l'ambassade des États-Unis à Rabat, le choix du Maroc n'est pas fortuit et repose sur une expertise consolidée en matière de lutte contre le terrorisme, de gestion de crise et de sécurisation des grands événements. Le Maroc, comme nous le savons, a développé ces dernières années un modèle avancé en matière de renseignement et de coordination sécuritaire. Il a également démontré son efficacité dans le démantèlement de cellules terroristes et dans la gestion de menaces transfrontalières, ce qui en fait un partenaire de confiance pour Washington. Sur le plan opérationnel, la contribution du Maroc portera sur l'échange de renseignements, l'appui à la planification sécuritaire, ainsi qu'à la participation et à l'élaboration de scénarios de réponse aux risques, qu'il s'agisse de menaces terroristes, de cyberattaques ou de défis liés à la gestion de foules importantes à l'intérieur et autour des stades. Le Maroc est également attendu pour contribuer par son expertise à la coordination entre les différentes forces de sécurité, un élément déterminant dans ce type d'événements mondiaux. Ainsi, l'intégration du Maroc dans ce groupe de travail ne reflète pas uniquement la solidité des relations bilatérales, mais confirme également son statut d'acteur sécuritaire reconnu à l'échelle internationale, capable de contribuer à la sécurisation d'événements mondiaux à haut niveau de sensibilité. Merci Adel. Alors colonel Dahouk, les États-Unis envisagent la mise en place d'une formation régionale consacrée aux drones en Afrique, dans laquelle le Maroc est appelé à jouer un rôle central, notamment dans le cadre de l'exercice African Lion. Quelle interprétation peut-on en tirer? Le Maroc est-il en passe de s'imposer comme un pôle de référence pour la prochaine génération de coopération en matière de défense sur le continent africain? Il s'agit clairement d'une démarche stratégique des États-Unis visant à déployer à grande échelle les capacités et technologies de lutte anti-drone ainsi que les opérations associées. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'intégration des enseignements tirés des conflits actuels, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Dans ce contexte, ces savoirs et technologies pourraient être transférés vers le Maroc, potentiellement sous la forme d'un centre d'excellence ou d'une structure similaire dédiée. Une telle évolution constituerait un positionnement stratégique significatif pour le Royaume, appelé à accueillir et à structurer ses capacités avancées. Ce développement placerait également le Maroc au cœur de la nouvelle dynamique de la guerre des drones sur le continent africain, tout en renforçant les capacités opérationnelles de ses forces spéciales et de ses forces armées dans leur ensemble. Par ailleurs, cette coopération pourrait dépasser le seul cadre militaire pour inclure une dimension industrielle. Elle ouvrirait la voie à des perspectives de co-développement et de coproduction entre entreprises américaines et marocaines,
notamment dans le domaine des drones et des technologies associées. Ainsi, cette initiative revêt une double portée stratégique. D'une part, sur le plan de la défense, à travers le partage des retours d'expérience et leur diffusion à l'échelle régionale, incluant potentiellement l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. D'autre part, sur le plan économique, en positionnant le Maroc comme un acteur potentiel dans la production et l'assemblage de systèmes de drones destinés à des usages futurs. Il existe également une perspective de production industrielle associée à ces dynamiques. Bill, revenons à ce que le colonel Dahouk évoquait, notamment concernant la question des coûts liés à ces opérations. Il était avancé que l'engagement en Iran représentait une dépense de l'ordre d'$1 milliard par jour. Par ailleurs, certaines sources indiquent que l'administration de la Maison-Blanche pourrait solliciter le Congrès afin d'obtenir un financement exceptionnel de $1,5 trillion pour soutenir cet effort de guerre. Nous avions déjà évoqué la notion de guerre d'usure où la supériorité dépend de la capacité économique et financière des États à soutenir durablement l'effort de guerre. Marc, il faut reconnaître que la puissance de feu implique inévitablement des coûts considérables. Bien qu'elle demeure un facteur déterminant pour obtenir des victoires rapides et décisives sur le champ de bataille, l'histoire des conflits montre que la volonté politique, la capacité d'endurance et les ressources économiques jouent également un rôle essentiel. Au cours des dernières décennies, on a d'ailleurs observé que des acteurs militairement inférieurs parvenaient parfois à compenser leurs faiblesses en s'inscrivant dans la durée et en imposant des coûts prolongés à leur adversaire. Cette logique est particulièrement visible dans les conflits asymétriques où des forces insurrectionnelles peuvent obtenir des résultats significatifs simplement en maintenant la pression. Dans cette perspective, l'Iran semble avoir intégré cette approche au niveau étatique en développant une stratégie reposant notamment sur les missiles et les drones, conçus pour exercer cette pression continue et coûteuse sur ses adversaires. Cette logique se traduit également par des actions visant des points névralgiques du commerce international comme le détroit d'Ormuz afin d'amplifier la pression économique. L'objectif sous-jacent est clair, accroître les contraintes économiques afin de modifier les équilibres stratégiques et d'inciter les adversaires à rechercher une sortie du conflit. Dès lors, la question centrale devient celle de la capacité des acteurs à absorber ces coûts dans la durée, qu'ils soient financiers, militaires ou politiques, et à conserver leur avantage dans les négociations diplomatiques. Ce phénomène n'est pas nouveau en soi, mais il tend à s'intensifier et à devenir un paramètre encore plus structurant des conflits contemporains et futurs. Colonel, l'Iran a été contraint d'adopter une gestion budgétaire contrainte, notamment sous l'effet des sanctions américaines qui ont fermement limité ses exportations pétrolières et par conséquent ses revenus extérieurs. On estime en effet qu'une part significative de sa richesse dépendait initialement de la production et de l'exportation d'hydrocarbures malgré l'importance de ses réserves. Cette pression économique l'a amené à optimiser l'allocation de ses ressources et à privilégier des stratégies moins coûteuses mais plus difficiles à anticiper pour ses adversaires. Reste à savoir si un tel modèle est soutenable sur le long terme et par extension comment des États comme le Maroc appréhendent et équilibrent cette équation entre contraintes de coûts, impératifs de sécurité et objectifs de développement dans le domaine de la défense. Le coût constitue, comme vous l'avez souligné, un paramètre essentiel dans la conduite des opérations militaires et doit être systématiquement intégré à la réflexion stratégique. Cependant, dans la perspective des conflits futurs, il apparaît clairement que l'emploi de technologies de pointe demeure indispensable. Les États-Unis doivent notamment tenir compte de la concurrence stratégique exercée par la Chine et la Russie, ce qui impose le maintien de capacités technologiquement avancées. Dans ce contexte, il semble que le Maroc, à l'instar d'autres acteurs, doivent adopter une approche équilibrée, combinant à la fois des systèmes de haute technologie et des solutions plus économiques. Il ne s'agit donc pas de privilégier exclusivement des technologies à bas coût, ni de sous-estimer les systèmes de défense aérienne avancés, qui restent indispensables. La protection contre les menaces de haute altitude demeure une nécessité stratégique, d'autant plus face à l'évolution des capacités balistiques, notamment les missiles hypersoniques et supersoniques qui exigent des systèmes de détection et d'interception particulièrement sophistiqués. Dès lors, le modèle le plus pertinent semble être celui d'une défense aérienne hybride, intégrant de manière complémentaire des systèmes de haute technologie. Il est nécessaire d'assurer une défense à la fois contre les drones volant à basse altitude et contre des missiles balistiques dont certaines capacités ont été démontrées par l'Iran. Georges Lindrit, dans ce contexte, les échanges portent largement sur la sécurité régionale. Nous avons évoqué la Chine ainsi que la Russie et la guerre en Ukraine, mais il convient d'élargir la perspective à des États comme le Maroc.
Assiste-t-on à travers cette feuille de route à une reconfiguration de la compétition stratégique à l'échelle mondiale? Il est établi que certains acteurs régionaux entretiennent des relations étroites avec différentes puissances. L'Algérie, par exemple, maintient des liens de coopération avec la Russie. Par ailleurs, le Maroc a également recours à certaines technologies chinoises, notamment dans les domaines liés à l'IA, aux drones et à des capacités de défense aérienne. Dans ce cadre, comment s'articulent ces dynamiques où les coopérations technologiques et militaires s'inscrivent de plus en plus dans une logique de compétition stratégique entre grandes puissances? Je considère que cette dynamique est particulièrement intéressante, car elle s'inscrit simultanément dans une logique à la fois régionale et mondiale. Elle témoigne, à mon sens, d'une approche stratégique approfondie de la part du Maroc. Sur le plan régional, ce partenariat répond à des priorités immédiates, telles que la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des voies maritimes stratégiques, ainsi que le maintien de la stabilité en Afrique du Nord et au Sahel. Sur ces dossiers, le Maroc s'est imposé depuis plusieurs décennies comme un partenaire constant, fiable et engagé. Toutefois, comme vous l'avez également souligné, cette coopération dépasse largement le cadre régional et s'inscrit dans une dynamique globale plus large. Nous évoluons dans une période marquée par une intensification de la compétition entre grandes puissances, notamment avec l'expansion de l'influence de la Chine et de la Russie en Afrique et dans l'espace méditerranéen. Très bien, on en arrive à la prochaine Coupe du Monde de football. Bill, cette édition est élargie à 48 équipes, incluant entre autres la sélection marocaine de football, pour un total de 104 rencontres disputées dans 16 villes hôtes, dont 11 situées aux États-Unis. L'ampleur de cette compétition en fait une opération de coordination d'une complexité considérable. Dans ce contexte, que recouvre concrètement un tel niveau de coopération sur le terrain et quelle valeur ajoutée le Maroc, appelé à accueillir une partie des matchs de la prochaine édition de la FIFA World Cup 2030, apporte-t-il à l'ensemble de cet écosystème sportif et organisationnel? Marc, il s'agit avant tout d'une question de confiance, d'alignement stratégique et de positionnement international. Le Maroc n'est pas simplement convié en tant que participant, mais intégré à un dispositif de sécurité de très haut niveau, mobilisé pour ce qui sera probablement l'un des événements les plus médiatisés de la décennie. Il convient de souligner que cette reconnaissance est particulièrement significative. Pour les observateurs marocains, elle traduit le fait que le Royaume est désormais perçu à l'échelle internationale comme un partenaire crédible, fiable et opérationnellement capable. Les retombées sont multiples, le Maroc bénéficie d'un accès renforcé à des niveaux avancés de coopération, à des cadres structurés de partage d'informations, notamment en matière de sécurité. En ce sens, il s'agit d'un acquis stratégique majeur, révélateur de la perception internationale du Maroc. Cette dynamique illustre une réalité simple, les partenariats avec le Royaume sont jugés pertinents et porteurs de valeur ajoutée. Elles contribuent en conséquence à renforcer progressivement ses compétences et ses capacités opérationnelles à long terme. Colonel, l'organisation d'un tel événement revêt une grande complexité. Elle implique simultanément la gestion des flux aéroportuaires et des procédures de visa, la structuration des réseaux de transport ainsi que la maîtrise des dispositifs de gestion des foules. À cela s'ajoutent des impératifs de sécurité majeurs, notamment la prévention des menaces terroristes, la protection des infrastructures critiques et la coordination des différents acteurs impliqués dans la sécurisation d'événements. Dans ce contexte, comment s'organise concrètement cette coordination et de quelle manière cette coopération peut-elle permettre au Maroc de contribuer à l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis tout en bénéficiant en retour de l'expertise américaine? La Coupe du Monde ne peut plus être considérée comme un simple événement sportif national. Il s'agit désormais d'une compétition internationale d'envergure mondiale, organisée simultanément dans plusieurs pays, comme c'est le cas avec une configuration impliquant 3 États hôtes. Un tel événement requiert un dispositif de sécurité particulièrement étendu qui ne se limite pas aux seuls pays organisateurs, mais s'inscrit dans une logique de sécurité internationale englobant l'ensemble des nations participantes et leurs interactions. Dans ce cadre, le Maroc dispose d'atouts significatifs. Sa position géographique stratégique, combinée à un système de sécurité structuré et coordonné entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité intérieure, constitue un élément important. Par ailleurs, le Royaume a déjà été exposé à des compétitions internationales de grande ampleur.
ce qui lui confère une expérience opérationnelle pertinente en matière de gestion d'événements sportifs majeurs. À cela s'ajoute une expertise consolidée en matière de sécurité intérieure et régionale, notamment dans les zones sensibles du Sahel. Le Maroc est engagé dans des opérations de lutte contre le terrorisme et de coopération sécuritaire. En outre, la relation de confiance déjà établie entre le Maroc et les États-Unis, renforcée par des accords de coopération à long terme, constitue un facteur déterminant. Comme cela a été souligné, la confiance demeure un élément central. Elle facilite la coordination opérationnelle, la gestion de dispositifs de sécurité complexes, ainsi que le partage de renseignements entre partenaires. L'ensemble de ces éléments confère une valeur ajoutée notable dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis, tout en constituant un facteur facilitateur majeur pour la sécurisation globale de l'événement à l'échelle internationale. Et il s'agit d'une exposition internationale considérable associée à un niveau de risque très élevé. Un événement de cette ampleur exige une préparation rigoureuse dans la mesure où son organisation ne peut souffrir d'aucune défaillance. Les projections économiques indiquent que la Coupe du Monde pourrait générer aux États-Unis un impact de 30 milliards de dollars et la création de 185 000 emplois sur la période concernée. Par ailleurs, l'activité touristique devrait connaître une forte dynamique économique avec des opportunités significatives pour les acteurs locaux. Cependant, ces retombées positives s'accompagnent de défis majeurs. Les contraintes logistiques, sécuritaires et infrastructurelles seront particulièrement importantes tant pour les pays organisateurs que pour leurs partenaires et alliés. Dans ce contexte, quelle forme de planification stratégique et opérationnelle doit être engagée dès à présent afin d'anticiper efficacement un événement dont l'échec n'est pas envisageable? Le point essentiel que je souhaite souligner est le suivant. Lorsqu'un événement tel que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde ou encore le Super Bowl est organisé, il s'accompagne inévitablement d'une perception accrue du risque et par conséquent du renforcement des exigences en matière de sécurité. Dans l'analyse des menaces, le planificateur adopte également une double approche. Il examine d'une part les scénarios conventionnels et d'autre part les scénarios asymétriques. Les risques de nature conventionnelle restent en principe maîtrisables. En revanche, l'attention se concentre davantage sur les menaces asymétriques. Celles-ci incluent notamment les cyberattaques, l'usage potentiel de drones ainsi que les menaces visant les zones dites molles situées à proximité immédiate des sites des événements. Il convient de rappeler que les responsables de la sécurité disposent d'une expérience considérable dans la gestion de ce type de menaces. Ils mettent en place des dispositifs multicouches fondés sur la redondance des systèmes de sécurité afin de réduire au maximum les risques de défaillance. Dans ce contexte, il ne s'agit pas d'un enjeu qui puisse être négligé car il n'existe pas de marge d'erreur acceptable. Toutefois, il est important de souligner que les systèmes de planification actuels sont conçus pour absorber la complexité de ces menaces grâce à des architectures de sécurité robustes et redondantes. Je ne considère donc pas ce cadre comme excessivement préoccupant dans la mesure où l'expérience et les compétences nécessaires existent déjà. En revanche, la valeur ajoutée réside dans la coopération avec des partenaires internationaux tels que le Maroc qui peuvent contribuer à renforcer encore davantage les capacités opérationnelles et la capacité globale des dispositifs de sécurité mis en place aux États-Unis. Pour conclure, une dernière question pour tous les trois. Nous avons largement évoqué le Maroc comme partenaire dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la coordination internationale. La question désormais est la suivante, vers quelle trajectoire cette relation est-elle appelée à évoluer? Au-delà de la prochaine décennie, comment envisager son développement dans une perspective plus large, mais aussi en lien avec les dynamiques de stabilité et de puissance, dans un contexte international en mutation, où la notion de distance s'estompe, tandis que celle d'alignement stratégique devient déterminant? Bill, commençons par vous. Quelle est votre lecture de cette évolution et des perspectives à venir? Marc, voici ma lecture de la situation. Je pense que nous allons assister à un approfondissement progressif de cette relation. En réalité, tout repose sur trois piliers essentiels, l'alignement stratégique, les capacités opérationnelles et la confiance mutuelle. Trois dimensions que le Maroc réunit de manière cohérente. Du point de vue des États-Unis, le Maroc apparaît comme un acteur situé à un carrefour géostratégique majeur entre l'Europe, l'Afrique et l'espace atlantique. À ce titre, il dépasse largement le cadre d'un simple partenariat régional pour s'imposer comme un interlocuteur d'envergure
d'envergure internationale. Dans cette perspective, il ne s'agit pas, à mes yeux, d'une relation de nature transactionnelle à moyen ou long terme, mais bien d'un partenariat stratégique appelé à se renforcer. Celui-ci se traduit pour le Maroc par un accès accru à des technologies avancées, à des dispositifs de formation, à une expérience opérationnelle structurée ainsi qu'à des réseaux de partage de renseignements avec les États-Unis. En contrepartie, Washington bénéficie d'un partenariat fiable, solidement implanté dans une zone d'importance stratégique. Colonel, si vous deviez qualifier cette relation en un seul mot, lequel choisiriez-vous? Et dans un second temps, quelles en seraient, selon vous, les prochaines étapes d'évolution? Le Maroc constitue à la fois une ancre et un pont stratégique. Je rejoins pleinement l'analyse formulée par Bilan. Il s'agit d'un espace de connexion essentiel reliant l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et dans une certaine mesure l'Asie. Cette relation s'inscrit également dans une dynamique multigénérationnelle, appelée à se prolonger bien au-delà du cadre actuel. Elle ne se limite donc pas à une seule période ou à une seule génération, mais s'oriente vers une continuité durable et structurée avec les États-Unis. Dans cette perspective, le Maroc pourrait devenir une extension opérationnelle des efforts diplomatiques en Afrique et au-delà, tout en consolidant ses rôles dans les domaines militaires et économiques, ainsi que dans le partage d'informations et de renseignements. Ainsi, le Maroc incarne à la fois un pont d'ancrage et un vecteur de liaison stratégique. La confiance, en définitive, demeure la pierre angulaire de cette relation. Georges, vous qui êtes chroniqueur de longue date de cette émission, intervenant régulier, pourriez-vous nous en proposer une synthèse? Selon vous, quelle est la trajectoire future de cette relation et quelles en sont les perspectives d'évolution? Je pense que cette relation repose sur un socle historique d'environ 250 ans, dans la mesure où les relations entre les États-Unis et le Maroc constituent l'un des partenariats diplomatiques les plus anciens de Washington, remontant à 1776. Si certains peuvent percevoir le Maroc uniquement comme un partenaire important en Afrique ou dans le monde arabe, il convient de rappeler qu'il s'agit en réalité d'un partenaire d'envergure mondiale depuis plus de 2 siècles. Cette profondeur historique constitue une base particulièrement solide à partir de laquelle la relation est appelée à se développer davantage. Lorsqu'un fondement est à la fois large et stable, il permet en effet d'ériger une structure de coopération beaucoup plus ambitieuse et durable. Dans cette perspective, l'on peut s'attendre à un renforcement progressif de la coopération, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. Effectivement, un ancre, un pont, des valeurs communes qui unissent et structurent cette relation. Nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode de votre émission depuis Washington. Vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes de Médien TV, sur les réseaux sociaux. Un remerciement tout particulier à nos invités, le colonel Bill Putman, le colonel Abbas Dahouk, ainsi qu'à notre chroniqueur Georges Lindrit, sans oublier nos correspondants Sholok Diab et Adel Dessouki. Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble de notre équipe de production placée sous la direction de notre réalisateur et producteur exécutif, Mohamed Saïd El-Wafi. Merci de votre fidélité et de votre attention. À très bientôt pour un prochain numéro de votre émission depuis Washington. On Men Washington.